Bonsoir à toutes et à tous, Valentin Franc et vous pour ce nouveau webinaire éducatif. Aujourd'hui, nous discuterons du money management. Je vous ai affiché une petite citation de John Murphy. John Murphy, pour ceux qui ne connaissent pas, est un petit peu a rédigé un petit peu, on va dire, la Bible de l'analyse technique, qui est un ancien rédacteur du Wall Street Journal et qui a en partie rédigé les théories de Dow. Voilà, donc voilà, c'est une grande personne dans le monde de l'analyse des marchés financiers et qui indique lui-même, alors qu'il est spécialisé vraiment dans l'analyse technique, qu'il ne pense pas que ça soit possible de survivre longtemps dans le trading, bien évidemment, sans money management. Voilà, donc, avant de poursuivre ce point de marché éducatif, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet levant amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonsoir à vous François, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à interagir sur la boîte de dialogue et en commentaire si vous regardez ce webinaire en replay sur YouTube. Voilà, donc la table des sommaires. Donc le money management couvre l'allocation des fonds, donc nous allons voir la gestion du risque, combien peut-on risquer sur une position, où placer son stop. C'est une question que je retrouve assez souvent dans mon webinaire. Le fameux ratio rendement-risque, vous le connaissez tous, mais comment le calculer et dans quel ordre, très important. Et enfin, le comportement, alors là c'est un petit peu plus sur la psychologie, mais c'est important quand même, comment trader en phase de gain et en phase de perte. Voilà. Alors bonsoir à vous Raymond. Donc déjà quelques phrases clés qui sont à noter. Le money management permet de supporter les pertes et d'éviter les prises de décisions émotionnelles. Très important. Et le money management doit être raisonné en valeur relative et non absolue. Donc ça c'est vraiment des clés. C'est pareil. Donc tout ce qu'on va parler dans ce point de marché, c'est vraiment le money management. On parle d'un point de vue relatif, c'est-à-dire au niveau des pertes. C'est pas on risque tout le temps 10 euros. Si on a un capital de 100 euros et si on a un capital de 1 million, 10 euros, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que le trading en soi, l'investissement, le trading, c'est du relatif. Voilà, c'est vraiment du relatif. Donc tout ce qu'on va parler en termes de distance, en termes d'allocation de fonds, c'est vraiment en pourcentage. Alors, gestion du risque. Tout d'abord, première règle à savoir, c'est que la totalité du capital ne doit pas être exposée au marché afin de pouvoir supporter les drawdowns et profiter de potentielles nouvelles opportunités. Alors ça passe également par l'effet levier. Nous sommes des traders sur les CFD, on utilise donc pour la plupart d'entre nous un effet de levier. Et donc il faut savoir que voilà, un effet de levier, eh bien il faut qu'il soit pris en compte avec les marges, etc. pour pas se faire stopper bêtement, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première règle pour la gestion du risque, on va voir plus en détail par la suite. Ensuite, petite remarque, plus les stratégies de trading sont de long terme, plus il est important de scander son exposition maximale selon les différents marchés. Donc là on tend plus vers le profil d'investissement plutôt que le trading. Trading, différence entre trading et investissement selon moi, c'est la notion de spéculation. Dans l'investissement, il y a également la spéculation parce qu'on investit dans le but de faire du profit. Voilà, donc on spécule quand même. Mais voilà, le trading, s'il y a qu'une motivation, c'est la spéculation afin de faire du profit, alors que l'investissement, ça peut être également éthique dans le sens investissement dans des projets sociaux, environnementaux, etc. Voilà, donc bref, revenons au trading. Même si on tend un peu plus vers l'investissement, c'est important de ne pas augmenter son risque inutilement et plus que inutilement, je dirais qu'il faut en être conscient. Parce que si vous tradez, si vous prenez des positions de long terme
sur les indices boursiers et uniquement sur les indices boursiers. Si vous mettez 50% de votre capital sur différents indices boursiers mondiaux, pour certains, ils vont penser qu'ils sont diversifiés, alors que pas vraiment. Pour ceux qui me suivent tous les jours, vous le savez que les indices réagissent de façon assez similaire lorsqu'il y a sur les plans fondamentaux et politiques. Par exemple, quand il y a les actuelles tensions géopolitiques au Moyen-Orient et plus en particulier en Syrie, hein, les frappes militaires américaines, britanniques et françaises qui ont été effectuées ce week-end n'ont pas eu d'impact sur l'ensemble des indices européens. Par contre, la volonté de mettre en place, de réduire, le déficit commercial des États-Unis par l'administration de Donald Trump a fait pression sur l'ensemble des indices. Alors que, par exemple, même sur l'Europe, alors que l'Europe est exemptée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium pour le moment. Voilà. Donc voilà, faut être conscient que les indices et les marchés d'une manière générale, sont corrélés. Et donc, c'est pas parce qu'on achète plusieurs actifs d'un même marché que nous sommes diversifiés. Pareil pour les paires en dollars. Si vous achetez l'AUD UNZD, le NZD USD, l'euro dollar, le GBP USD, par exemple, c'est 4 paires, faut savoir que vous vendez 4 fois le dollar. Voilà, donc c'est-à-dire que si le dollar se retourne demain, toutes vos stratégies seront perdantes sur ces 4 paires. Voilà, pareil sur le pétrole. Si vous achetez le brut et le Brent, vous êtes exposé à 100% sur le pétrole. C'est-à-dire que si demain le pétrole il baisse, puisque les deux actifs sont corrélés, eh bien vos deux positions seront perdantes. Pareil pour les cryptos. On peut le voir sur du moyen long terme. Si Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, enfin le XRP pardon et le Litecoin sont globalement corrélés depuis le début de l'année. Voilà. Donc faut faire attention à ces corrélations qui sont autant des opportunités que des menaces. C'est important d'en être conscient et de les connaître. En tout cas les majeurs, par exemple DAX et DO. Et j'aurais pu mettre CAC DAX, j'aurais pu mettre voilà les indices globalement. L'euro dollar, le SDCHF, si vous comparez les deux, ils sont corrélés, donc négativement. Le WTI, le Brent, l'or et l'argent. Je pourrais rajouter également le DXY et le rendement du 10 ans américain, ou même l'or et le rendement du 10 ans américain. Donc voilà pour ce deuxième point. Troisième point, un risque limité par position. Alors là c'est un petit peu relatif, Ça va dépendre vraiment des personnes, mais en tout cas, ce que je conseille, c'est de limiter au maximum, grand maximum, peu importe si vous êtes du court, moyen, long terme, 5% de son capital par position. Voilà, et il est très important de noter le pourcentage de risque alloué à une seule position dans votre plan de trading. Voilà, soit c'est 0,5%, ça peut être moins, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Au-dessus de 3, personnellement, je trouve ça assez risqué, surtout si vous faites du court terme. Mais 5, honnêtement, c'est la limite à ne pas dépasser. Et plus votre fréquence de trading est importante, c'est-à-dire est plus rapide, c'est-à-dire que si vous êtes un scalper, il est conseillé de réduire le pourcentage du capital risqué par trade, parce que plus on est à court terme et plus on a des biais émotionnels. Et ces biais émotionnels, on sait, ne sont pas productifs en trading et d'une manière générale dans les investissements. Donc voilà, plus on va faire du court terme, plus on va être sujet aux biais émotionnels et donc pour cette raison-là, il faut diminuer le risque. Voilà. Maintenant, si on est sur du plus long terme, on a un plan de trading, on se connecte 5 minutes par jour, il y a peu de chances qu'on ait des biais psychologiques, en tout cas beaucoup moins que si on reste 6 heures derrière un écran en train de trader. Voilà. Donc j'ai envie de dire, plus on trade sur du court terme et plus il faut réduire le pourcentage de risque alloué à un trade. 5% ça fait beaucoup comme risque. Personnellement, en day trading, je me limite à 1% au maximum par trade et 2 trades au maximum en même temps. Voilà, ça c'est des très bonnes règles, Didier, d'analyse technique. Bien le bonjour à vous au passage. C'est des très bonnes règles, de money management, pas d'analyse technique. 5%, c'est beaucoup, oui, mais 5%, c'est vraiment honnêtement pour du long terme. Voilà, pour ceux qui traitent vraiment sur du long terme, 5%, c'est vraiment, je dis pas que c'est bien, mais c'est la limite. Encore une fois, à ne pas dépasser. C'est-à-dire que plus faible,
c'est bien quand même. C'est même mieux. Voilà, 3% sur du long terme me semble assez bien, me semble vraiment bon. Étant donné qu'on n'a pas de stratégie tous les jours hein, quand on trade sur du long terme, on peut se permettre d'augmenter un petit peu le risque. Vous voyez. Mais oui, encore une fois, 5%, c'est pas conseillé de trader avec 5% de risque sur une position, même sur du long terme. Hein. C'est vraiment, je dis ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Voilà. Après, c'est relatif. C'est pour moi le conseil que je vous donnerai. Peut-être que pour vous, Didier, vous me direz moins sur du long terme. Vous voyez, c'est un petit peu relatif ce que je vous dis là, mais c'est vraiment mon opinion. Et c'est ce que j'ai un peu, ce que j'ai pu constater hein, sur les différentes études qu'on a réalisées sur les comptes de trading. Voilà. Et ça également, c'est une règle assez intéressante, Didier, ce que vous me dites. Alors, je l'ai pas noté sur cette slide, mais je répète pour tout le monde. Didier limite à 2 trades au maximum ouverts en même temps. Comme ça, si par exemple, il nous dit qu'il limite 1% au maximum par trade, 1% de son capital total, bien évidemment. Donc, s'il a 2 trades au maximum ouverts, c'est-à-dire que au maximum, il a 2% de son capital de trading exposé au marché. Donc ça, c'est également très important. On va le voir un petit peu plus tard, mais voilà, ça c'est également une règle de money management qui est très très bonne. Ça permet encore une fois d'éviter de réagir d'un point de vue émotionnel et de pyramidaliser ses pertes. Donc, vous savez ces positions, fameuses stratégies de pyramidaliser ces positions. Alors ça, honnêtement, ne le faites jamais. C'est-à-dire que si par exemple vous ouvrez une position, vous êtes perdant, vous rachetez plus bas, vous maintenez la position ouverte pour diminuer votre prix moyen. Ça, honnêtement, j'ai vu des comptes de trading faire ça. Autant vous dire que ça n'a pas été fameux, loin de là. Voilà, honnêtement, ne faites surtout pas cette stratégie-là. C'est vraiment, je pense, la pire à faire. Alors François qui me dit oui, mais 1% avec un compte de 5000, ça fait à peine 5 points sur le CAC et 2 sur le DAX. Alors, ce que vous me dites là, c'est si vous n'utilisez pas d'effet de levier. Si vous utilisez un effet de levier, vous pouvez augmenter. Donc voilà. Les 5%, c'est le stop loss. Alors non, c'est pas le stop loss, c'est le pourcentage de votre capital alloué à une position. C'est-à-dire si vous avez par exemple un capital de 1000 euros, 5%, je vous laisse calculer, ça fait 50 euros. Donc au maximum, votre position, votre stratégie acheteuse que vous êtes prêt à ouvrir, vous allouez au maximum 50 euros sur cette position. Grand maximum. Encore une fois, les 5%, c'est pas un conseil. C'est vraiment la limite, le maximum d'un montant alloué à une seule position. Voilà, donc 5%, c'est pas la distance du stop loss. Alors, Stéphane qui me dit sur la plateforme IG, on ne peut pas allouer une somme. Alors, c'est par contrat. C'est par contrat, donc si par exemple le CAC est à 1 euro le contrat, et vous avez un stop de 50 points, eh bien voilà, vous savez à peu près combien ça vaut. D'ailleurs, peut-être que sur la nouvelle plateforme IG, il y a cette option. Je vais me renseigner et je vous dirai ça, Stéphane, par email. Je vais essayer d'y penser. En tout cas, n'hésitez pas à me renvoyer, à me poser votre question par email. Et comme ça, je pourrai me renseigner pour en être certain. Voilà, on calcule donc sur le stop loss. C'est-à-dire que si vous avez un stop de 50 points, sur ces 50 points, vous devez risquer au maximum, grand maximum, encore une fois, c'est pas un conseil, c'est grand maximum 5% de votre capital de trading. Ou placer son stop. Alors l'ordre stop doit être utilisé dès lors qu'un effet levier est utilisé. Ça peut paraître bête, hein, mais par exemple en investissement, vous savez que le stop loss n'existe pas vraiment. Alors, enfin, c'est plutôt psychologique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez une action sans effet de levier, en soi, vous ne pouvez pas perdre plus que votre capital. On est d'accord. Si par exemple vous achetez une action à 100 euros et qu'elle descend à 95, bon, vous serez perdant, mais vous n'allez pas perdre votre capital. Alors que dès lors que vous utilisez un effet de levier, forcément tout est amplifié. Tout est amplifié, donc c'est possible de perdre
si vous gérez mal votre effet de levier, c'est possible de perdre l'intégralité de votre capital si par exemple l'indice CAC chute de 5%. Vous voyez. Donc c'est pour ça que dès lors que vous utilisez un effet de levier, je dirais que c'est indispensable d'utiliser un stop. Voilà. Donc bien évidemment un stop c'est compliqué à placer, c'est assez comment dire relatif à chacun. Ça fait appel à des compétences d'analyse technique, entre autres. Alors le conseil que je vous donnerai déjà pour placer un stop, c'est de prendre en considération la volatilité, c'est-à-dire de ne pas c'est ne pas placer un stop à un nombre de points similaire de jour en jour. Parce que demain, 10 points ne vaudra pas la même chose que dans 10 ans. Vous voyez. Euh, voilà. Donc déjà, c'est prendre la volatilité comme en considération. Lorsqu'un marché est volatile, il y a beaucoup plus de mouvements, donc ça serait bête de mettre un stop serré lorsqu'il y a de la volatilité. Et à l'inverse, ça serait bête de mettre un stop très éloigné de votre prix d'entrée s'il y a une volatilité qui diminue et qui est faible. Voilà. Donc un indicateur de volatilité peut vous aider à placer un stop loss. Alors moi le premier qui me vient en tête, c'est celui que je préfère, c'est l'ATR. L'ATR qui mesure la volatilité intraday sur un nombre de périodes données. Voilà, donc généralement l'ATR ça s'utilise sur un graphique journalier parce que la volatilité est importante de la mesurer sur une unité de temps journalière pour prendre en compte la volatilité des 3 sessions de trading. Parce que par exemple, si on a le NFP à la séance américaine, mais qu'on n'a rien du tout pendant la séance européenne et asiatique, on est d'accord que la volatilité sera très très basse pendant la séance européenne et asiatique, mais elle sera extrêmement élevée, ou enfin élevée, beaucoup plus élevée pendant la séance américaine. Donc au moins un chandelier japonais, vous n'êtes pas obligé de faire votre analyse sur l'unité de temps journalière, mais dès lors que vous tradez en swing, j'ai envie de dire, la volatilité journalière doit être prise en compte. Voilà. Maintenant, c'est possible de ne pas utiliser l'unité de temps journalière avec l'ATR. Si vous faites par exemple du scalping, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser il n'y a aucun intérêt même d'utiliser l'ATR journalier. Et d'ailleurs, même la volatilité en soi sur du scalping, elle devient beaucoup moins importante. On va beaucoup plus regarder les niveaux de support et de résistance à court terme. Voilà. Mais j'ai envie de dire plus on traite sur du long terme, plus la volatilité va être importante. Et ensuite, vous pouvez utiliser des indicateurs comme, pour ceux qui ont du mal à placer des supports et des résistances, pour ceux qui n'ont pas vraiment confiance en leur support résistance, eh bien vous pouvez utiliser le canal de Donchamp sur une unité de temps de 20 périodes par exemple. On peut utiliser également les bandes de Bollinger, étant donné que théoriquement les bandes de Bollinger contiennent 95% de l'action du prix, c'est-à-dire que un prix qui sort des bandes de Bollinger, c'est assez rare et donc ça émet un signal important. Donc on peut dire que si le cours sort des bandes de Bollinger, l'analyse technique est invalidée, tout simplement, parce que c'est un phénomène assez rare, pas courant en tout cas. Voilà, également Supertrend, l'ATR, voilà, ça peut être, c'est des indicateurs qui peuvent aider à placer un stop. Alors, j'ai beaucoup de questions. Avec la nouvelle réglementation sur les comptes, on ne peut plus perdre son capital. Exactement, Didier. Donc de toute façon, chez IG, ça fait maintenant depuis plusieurs mois, même un an ou deux, il me semble, contre risque limité. Encore une fois, si vous lisez tous les matins, pour ceux qui me suivent tous les jours, l'avertissement égal sur le risque, on le relit rapidement, mais regardez, chez IG, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. Donc, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas sur un compte titre, on est sur un compte CFD et c'est un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi et pas plus, pas plus. Voilà. Mais bon, ça serait bête de perdre l'ensemble d'un capital si le CAC perd 2%, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis que l'effet de levier est à prendre en considération et à utiliser avec parcimonie. Voilà, donc moi j'aime bien John Murphy, ce que je vous ai présenté au début du webinaire, et John Murphy, je cite, indique que les meilleurs traders futurs, donc les traders futurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des traders institutionnels, donc quand même qu'on fait des études assez qualifiées quand même, eh bien font de l'argent que sur 40% de leurs trades, et pourtant ils gagnent.
parce que la majeure partie du temps, les traders ont tort. La seule possibilité pour qu'ils gagnent, ces traders, est de s'assurer que les potentiels gains soient supérieurs aux potentielles pertes. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, déjà, une stratégie qui va être gagnante plus de 70% du temps, méfiez-vous, parce que souvent il y a un ratio risque-rendement qui est inférieur à 1 et que l'on va voir dans un petit instant. Voilà, tout de suite. Alors, pardon, je reviens parce que j'ai un petit peu je suis un peu trouvé dans votre question. Donc la nouvelle réglementation, exactement, Didier, on ne peut pas perdre plus que le capital de notre compte. L'ATR, c'est super quand on débute pour calculer le stop, 2,5 à 3 fois sa valeur. Exactement, Didier. Moi, c'est sur du swing trading long terme, honnêtement, l'ATR sur 14 périodes multipliées par 3, ça donne un niveau de stop très intéressant. D'ailleurs, j'ai un indicateur pour vous. Pour ceux qui utilisent Pro Real Time, regardez, par exemple, la UDNZD, donc on a notre stratégie acheteuse depuis le début de la semaine, en direction des 1,08, où placer son stop. Bon, il y a plusieurs façons. En l'occurrence, là, on voit d'un point de vue de l'analyse technique en hebdomadaire. On a une oblique haussière, donc c'est un niveau de support où le marché est susceptible d'acheter le dollar australien et vendre, ou en tout cas que le dollar australien surperforme le dollar néo-zélandais. On a également un seuil psychologique 1,05 et on a un prix clôture mensuel qui est les 0,490. Donc on a un triple niveau de support, si je puis dire. Donc on a quand même un puissant niveau de support, donc c'était possible de mettre le stop en dessous du précédent plus bas. Mais pour ceux voilà, qui n'ont pas confiance en ce précédent plus bas, ce fameux précédent plus bas qui est un petit peu relatif, parce que ce plus bas, voilà, ça peut être aussi également ce plus bas, ouais, donc on ne sait pas trop. Donc pour ceux qui veulent une réponse, on va dire rapide, vous pouvez utiliser ATRTS, donc un indicateur, donc que je vais vous envoyer, que je vais essayer de vous envoyer. Donc là, forcément, on n'est pas dans une tendance haussière, donc il est en haut. Mais concrètement, vous voyez que en fait c'est l'ATR à 14 périodes multiplié par 3. Je vous fais voir. Si on modifie le code, tac tac. Alors période, pardon, c'est 14, pas 10. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc, 14 périodes de ATR multiplié par 3. Voilà. Multiplié par 3. Donc bien évidemment, si vous passez à l'achat, vous n'avez pas mettre votre stop en haut, de toute façon ce sera impossible. Mais en clair, vous prenez la distance, donc si par exemple vous étiez rentré lundi 16 à la fermeture du marché, par la clôture journalière, stop, vous voyez, de 141 pips, que vous reportez bien évidemment à la baisse si vous êtes à l'achat. Voilà. Donc ça peut être un petit peu plus pratique que l'indicateur ATR de base. Voilà, maintenant cet indicateur-là, encore une fois, c'est vraiment pour du swing et pour du long terme, parce que sur de l'intraday, cette ligne-là n'apportera pas vraiment encore une fois, la volatilité a beaucoup moins d'importance sur l'intraday. Et donc vous voyez que l'ATR de base, qui est disponible sur toutes les plateformes, il est peut-être un petit peu moins ergonomique. Donc vous prenez cette valeur, donc 14 périodes, hein, cette valeur que vous multipliez par 3, tout simplement. Et vous avez le nombre de pips de la distance de votre stop, tout simplement. Voilà. Je reviens. Alors le super trend, pardon, j'ai une question sur le super trend. Alors, ce qui est bien avec Pro Real Time, c'est que vous écrivez super trend et là vous avez la chance d'avoir une magnifique description. Donc voilà, une petite histoire. Alors, bien que l'auteur recommande d'utiliser les paramètres 3 et 10 respectivement pour le coefficient multiplicateur et le nombre de chandeliers pris en compte pour le calcul de la volatilité moyenne, vous pourrez ajuster ceci à vos besoins. Et donc voilà, vous avez toute l'indication, toute la description du super trend. Mais honnêtement, le super trend, regardez, il ressemble beaucoup à l'ATR 14 périodes multiplié par 3. Regardez un petit peu, super trend en rouge, ici, l'ATR en noir. Ouais, ils se ressemblent énormément. Donc si vous utilisez l'indicateur que ATR 14 périodes multiplié par 3, ça revient à utiliser le super trend à 10 périodes multiplié par 3 également. Voilà. Pour votre information. Donc là, le super trend fonctionne de la même façon que l'ATR. Voilà, on passe donc au ratio rendement-risque, pardon. Alors,
On a fait une étude au sein de DailyFX. On a eu la chance d'avoir accès au serveur d'IG, du broker IG, donc avec le nombre de clients le plus important dans le monde, 200 000. Voilà, donc ça donne un échantillon quand même assez large. Et on peut voir que les traders, les comptes de trading gagnants, qui étaient gagnants uniquement, utilisaient 51% des cas un ratio risque-rendement supérieur à 1. 19% des cas inférieur à 1. Et en fait, la totalité ne fait pas 100%. Pourquoi? Parce que, alors quand c'est oui, en fait, c'est entre, il me semble, je vais vérifier, mais c'est entre un ratio risque-rendement de 1 et de 2. C'est-à-dire que au-dessus de 2, ce n'est pas intégré à cet histogramme. Voilà. Donc en tout cas, ceux qui disaient un ratio risque-rendement supérieur à 1 étaient profitables 51%, et on voit une nette différence entre ceux qui sont perdants, entre les comptes de trading profitables, seulement 19% sont gagnants avec un ratio risque-rendement inférieur à 1. Seulement 19%. Vous voyez? Le ratio rendement-risque est-il le même que rentabilité-risque? Oui, globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes prêt à gagner 80 points et vous êtes prêt à perdre 40 points. Donc vous avez un ratio risque-rendement de 2. D'accord? En clair, c'est le ratio entre la distance de votre take profit et la distance de votre stop loss. Si vous avez un objectif, un ordre, si vous prenez vos bénéfices à 80 points et un stop à 40 points, vous avez un ratio risque-rendement de 2, parce que vous êtes prêt à gagner 2 fois plus que vous êtes prêt à perdre. Voilà, tout simplement. Donc il y a plusieurs noms différents pour ce fameux ratio. Mais en clair, il est indispensable, je dirais, en plus au vu du livre de John Murphy qui dit que seulement 40% des traders futurs sont gagnants, eh bien il est indispensable d'utiliser un effet levier supérieur à 1. Donc c'est pas vraiment le nombre de trades, pourcentage, le nombre de trades gagnants qui est important. Alors si c'est important d'un point de vue psychologique, parce que forcément, ce sera plus facile de trader si on sait qu'on va avoir raison 8 fois sur 10 que 2 fois sur 10, d'accord? Mais c'est pas parce que vous gagnez 8 fois sur 10 que vous êtes un trader profitable. Un trader qui ne gagne que 2 fois sur 10, mais qui à chaque fois multiplie par 10 fois sa mise sur ses trades gagnants, eh bien finalement lui est rentable. Voyez. Donc finalement le ratio, le pourcentage de trades gagnants n'est qu'un indicateur, on va dire psychologique, mais ne veut en soi rien dire sur si un compte est profitable ou non. Un compte de trading peut être profitable avec seulement 30% des trades gagnants. Voilà. Ensuite le comportement. Donc face à des gains et des pertes, nous avons tendance à modifier nos comportements, les biais psychologiques que nous faisons souvent référence dans ces webinaires éducatifs. Donc en période des gains, nous gagnons généralement confiance. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je pense que voilà, ça arrivait à tout le monde. On gagne un trade, on réemboîte un deuxième. Voilà. Par contre, le problème c'est que le deuxième n'était pas forcément valable d'un point de vue d'analyse technique, ne correspondait pas à notre stratégie de trading. Voilà. Donc abus de confiance, position perdante bêtement. Voilà. Pareil en période de perte, nous augmentons nos risques pour nous refaire entre guillemets. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Personnellement, bien évidemment, ça m'est arrivé et je pense que ça arrivait à tout le monde qui trade, qui trade régulièrement. Enfin, qui a déjà tradé, pardon, pas régulièrement parce qu'une fois qu'on a fait cette erreur, je pense que nous l'avons comprise. Mais en général, quand on a une position perdante, on a envie de réouvrir une position assez rapidement pour voilà oublier cette perte et se refaire. Encore une fois, erreur, biais psychologique, il faut les éviter. Donc une idée, il n'y a pas de règle pour éviter ce comportement parce que c'est encore une fois psychologique et c'est assez relatif, mais pourquoi pas implémenter dans son plan de trading une limite de position par jour si vous êtes en intraday ou par semaine. Vous voyez, peu importe si vous avez 10 opportunités, vous limitez par exemple 5 positions possibles en une semaine. Ça peut être une limite de trading. En fait, se fixer une limite de trading.
pour éviter justement d'arriver dans ce cercle vicieux qui fait perdre bêtement de l'argent. Voilà. Et il y a des jours, comme ça où on est bon. Il y a des jours où on est mauvais. Ça arrive. Donc si dans les jours mauvais on essaie de faire notre mieux, eh bien ça ne va probablement pas marcher, parce qu'il y a des jours où voilà, on ne sommes pas levé du bon pied, ou nous avons des problèmes personnels, etc. Il y a un tas de facteurs qui peuvent impacter nos décisions. Donc peut-être qu'une limite de trading par jour, enfin à une certaine fréquence, peut être une solution pour réduire, je dis bien, ces biais psychologiques. Ou alors également un nombre d'ordres gagnants, ou un nombre de pertes. Vous voyez, si par exemple on perd 2 fois d'affilée, on arrête pour la journée. Si on gagne 2 fois d'affilée, on arrête pour la journée. Je me suis fait une règle, me dit Didier. Si mes 3 premiers trades de la journée sont perdants, j'arrête toute la journée. Le marché ne veut pas de moi, entre guillemets, et je réattaque le lendemain. Mais écoutez Didier, honnêtement, vous avez une super bonne règle. Voilà, c'est vraiment une règle que je conseille, surtout si vous faites encore une fois du trading intraday et de court terme. Plus vous allez faire du trading de court terme, et plus vous allez être sujet à des biais psychologiques. Donc voilà, c'est important de se fixer des règles, comme Didier. Et je pense que celle-ci est très bonne. Voilà, honnêtement, voilà, ça me paraît une très bonne règle. Félicitations à vous si voilà, vous vous y tenez, parce que c'est le plus important. Voilà. Denis qui me dit bonjour, désolé du retard, peut-on revoir la formation? Alors oui, la formation sera disponible demain en replay sur la chaîne YouTube de DailyFX France. Voilà, demain en replay. Un petit bonus qui n'est pas dans le sommaire, et c'est pour vous remercier de votre fidélité et de votre patience dans ce webinaire. Voici le pourcentage de comptes de trading gagnants selon la fourchette d'effet de levier utilisée. Et vous pouvez constater que plus l'effet de levier est important, vous voyez, effet de levier supérieur à 25, et plus et moins il y a de comptes de trading gagnants. Et à l'inverse, vous l'aurez compris, plus l'effet de levier est faible, plus on a de chances d'être gagnant. En tout cas, plus les statistiques montrent qu'il y a de chances d'être gagnant. Voilà, donc c'était le petit bonus qui n'était pas intégré dans le sommaire. Encore une fois, ce webinaire éducatif Money Management sera disponible en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube DailyFX France. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser par mail à valentin.franc@ig.com, ou alors en commentaire du replay de la vidéo sur YouTube. Voilà, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis, eh bien écoutez, à demain matin pour mon prochain point de marché, cette fois-ci un point de marché technique fondamental, et non pas un webinaire éducatif. Merci à vous et à demain.